Bonjour, je m'appelle Christophe, voilà, et je fais du web à titre pro depuis le web, du JS à titre pro depuis JS, du Node à titre pro depuis Node, et ce genre de choses, car je suis vieux, comme on l'évoquait récemment avec les demi-croneurs. Voilà, j'ai 45 ans, si tu te poses la question. Voilà. Il fut une époque de ma vie, peut-être il y a quelques années, avant le Covid, avant tout ça, où j'arrivais dans une conf et pas mal de gens me connaissaient. Et puis voilà, et puis il y a du renouvellement tout le temps dans cet auditoire. Et en plus, on a passé plusieurs années sans conf et sans meet-up. Donc aujourd'hui, on va partir du principe que la plupart d'entre vous n'avez pas la moindre idée de qui je suis, et ça sera très bien comme ça. J'ai une boîte voilà, qui s'appelle Delicious Insights, qui est spécialisée entre autres dans la formation dev, tech de pointe. Le dev, la prod, parce qu'on fait de la prod sur tout ce sur quoi on forme. Je vous en parlerai un petit peu à la fin, parce que j'ai une ou deux petites annonces rigolotes pour vous. Et donc, il y en a peut-être parmi vous, enfin je sais que c'est le cas d'ailleurs, qui pour le coup, effectivement, me connaissent historiquement, soit de Paris Web, soit de Dodge.js aussi. Levez la main si vous avez été à Dodge.js au moins une fois. Ah, pas assez de monde, même si ça n'arrivera plus. Vous êtes les derniers, bravo. Vous êtes l'élite, malheureusement c'est une conf qui est terminée. Hélas, mais il y avait plein de trucs cool avec. Alors, on va parler aujourd'hui de l'asynchrone en JS, et donc suivant ton accent, sans le cringe ou sans le cringe. Moi, j'interviens soit en formation, soit en prestation chez pas mal de gens, chez beaucoup de clients. Il y a donc en Node, en JS Front, en machin, etc. Et évidemment, il y a énormément d'asynchronie là-dedans. Hein. La grande majorité des traitements un peu utiles, le réseau, les timers, l'accès aux bases, etc., se fait de façon asynchrone. Et traditionnellement, ça a été un peu en mode YOLO, quoi. Hein, ça a été un peu codé, comme on dit dans le jargon des architectes, avec le cul. Et ça donne des résultats qui ne sont pas forcément ouf. Et fondamentalement, ça vient d'un problème qui tanne JavaScript depuis le début, c'est que ça fait partie de ces trucs qu'on fait sans l'apprendre. Hein, la plupart d'entre vous n'ont pas eu une formation structurée, quali, clean sur JavaScript. T'en fais. Hein. Ça me rappelle un peu, à une certaine époque, l'histoire de PHP. Hein, c'était un peu la même. C'est un de ces langages en programmation Stack Overflow, tu sais, la programmation Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher, tu copies-colles. Si ça se trouve, ça va le faire. Et du coup, évidemment, on a ce qu'on appelle une défaillance de modèle mental, c'est-à-dire que on utilise les callbacks, on utilise les promesses, on utilise éventuellement async await avec une compréhension qui est assez parcellaire, pour dire les choses poliment, en vrai, comment ces concepts-là s'agencent et comment ça marche. J'ai des gens qui me disent j'ai pas besoin d'apprendre les promesses parce que maintenant il y a async await. Donc, voilà, ça fait plaisir qu'il y en ait que ça fasse rire, ça veut dire que vous êtes déjà du bon côté de la barrière. Effectivement, du coup, là, on sent qu'il va y avoir du travail sur les concepts. Mais c'est un peu normal, hein, on passe notre vie à nous demander de faire super vite des trucs sans forcément être formé ou sans forcément avoir quelque chose de carré. Donc, moi, ce que je fais dans ce talk, c'est la deuxième fois que je le donne. Et je vais essayer de le donner de manière moins rageuse que la première fois, c'est de prendre vraiment, mais du vrai code. Il se trouve que tout ce qu'on va regarder comme code vient du même client. D'accord ? Parce que ce client, dans le cadre de ma prestation, m'a demandé de documenter, de former leurs équipes et de documenter un atlas de bonnes pratiques autour de la synchrone, autour des promesses, etc. Et donc, dans le cadre du recensement pour créer cet atlas, évidemment, où je voulais que tous les exemples et tous les correctifs soient sur leur vrai code base, et voilà, il y avait matière. Il y avait matière à faire un talk, il n'y avait pas de problème, il y avait plus que matière. Et donc, tout ça va venir de ce client que je ne nommerai pas, évidemment, c'est la moindre des choses, mais c'est du vrai code. C'est pas j'ai inventé un exemple histoire de bitcher dessus. Dans la vraie vie, personne ne fait ça. Oh, que si. Hein. Alors, le premier truc, le truc basique, on ne va pas parler des callbacks en tant que tels, les fonctions de rappel, d'accord ? On ne va pas parler des callbacks. A priori, si vous connaissez un petit peu JavaScript, vous avez dit un callback une fois dans votre vie. Si tu as fait jQuery, tu as fait un on, tu as fait un Ajax, tu as fait un callback, tu sais ce que c'est. Les callbacks, c'est la primitive fondamentale, sauf que pour faire de la synchrone un peu compliquée, tout nu avec ton callback, ça nécessite une rigueur assez velue. Et rigueur n'est pas l'adjectif le plus associé au dev, en général, hein, surtout sur la durée. Donc, on a les promesses
qui nous apporte un certain nombre de solutions, mais ce n'est pas non plus une sinécure. Et puis, on va le voir, on a vraiment async await qui nous apporte encore une gamme supplémentaire de confort et de facilité autour des promesses, mais qui est intrinsèquement liée aux promesses. Et c'est beaucoup utilisé en mode magique sans trop comprendre. Alors, le premier truc, c'est tu fous async. Dans le doute, reboot. Ce truc-là, conceptuellement, est un traitement asynchrone. J'ai mis async sur la fonction, que ce soit une fonction fléchée ou pas, peu importe. J'ai mis async, d'accord? Parce que, voilà. Et puis, il n'y avait pas besoin. En fait, un truc qui devrait te mettre la puce à l'oreille, c'est que tu as mis async sur une fonction dans laquelle il n'y a pas de wait. Peut-être qu'il y en a eu un à une époque, et puis tu as refactoré, il n'y a plus de wait. Et même s'il y a peut-être certains très pédantiques parmi vous qui me diront « Oui, mais alors ça a un autre effet de bord qui peut être intéressant, qui est que ça auto-enrobe en promesse et tout. » Oui, d'accord, mais du coup, le code n'est pas du tout lisible, en revanche. On y reviendra. Et ce truc-là, alors tout le monde a déjà vu peut-être un gestionnaire de requête-réponse express au moins une fois dans un tuto. C'est une fonction, il y a une requête, il y a une réponse, elle renvoie un truc. Voilà, c'est comme tous les serveurs web du monde. Donc là, c'est le même principe. Comme je suis un gros flemmard, je mets rec et res au lieu de request et response. Parce que tout le monde faisait ça à une époque, et puis parce que comme ça, en plus, on peut les confondre, ce qui donne toujours des grands moments de bonheur à la complétion. Et là, voilà, tu renvoies. Donc là, ça ne sert à rien. Celle-là non plus, tu vois. C'est les vrais noms des méthodes. Au moins, pour le coup, ils ne sont pas en train de les appeler tu sais, en forfait consonne. Tu vois, genre, non, il y a des vrais mots. Et voilà, il n'y a pas de wait. C'est vraiment du code, tout dans le même fichier, pour le coup, je veux dire cohérent. En fait, voilà, tu vois, alors si tu es payé au caractère, c'est pas mal. Mais en même temps, si tu es payé au caractère, fais pas du JavaScript, tu vois, je sais pas, fais de l'Objective-C ou du COBOL. C'est beaucoup plus rentable. D'ailleurs, il suffit de voir le TGM des cobolistes, ils ont tout compris. Ça fout les boules, ils n'ont rien appris depuis 60 ans, sur leur TGM, c'est 10 fois le tien. C'est lourd, quoi. Ils parlent encore en ancien franc, quand même. C'est chaud. En tout cas, quand ils parlent de leur TGM, tu as l'impression qu'ils parlent en ancien franc. En fait, la solution, c'est juste virer les async. Ça sert à rien. C'est comme le hash de Hawaii. Je veux dire, vire async, cette fonction-là, elle n'a pas besoin de renvoyer une promesse. Il s'en fout, le serveur web express machin, qu'elle renvoie une promesse. C'est pas le sujet. En plus, comme tu ne fais pas de return particulier, de toute façon, c'est une promesse qui s'accomplit sur undefined. C'est pas hyper palpitant. Donc c'est pas la peine. Ça marchera pas mieux ou moins bien, ça sera pas plus asynchrone parce que tu as mis le mot-clé async. C'est pas comme ça que ça marche. Tu as aussi tous les gens qui ont cru que grâce à await, tout ce qui était asynchrone devenait synchrone. Alors, l'asynchrone, c'est bien. C'est ce qui nous permet, par exemple, de racheter un nouveau serveur seulement quand on utilise 100% du pros du premier. Contrairement à ce qui se passe dans la grande majorité des serveurs, des techno-serveurs bloquantes, où en fait, tu achètes un serveur parce que tout est threads son prix, la machine est assise sur ses mails, il n'en faut pas une, mais les clients ne rentrent plus. On attend la base. Et du coup, ils se disent, tiens, je fous des async wait là où avant j'étais emmerdé. Là, par exemple, je dis un map. Map, c'est une primitive qui est synchrone. Map, tu lui files une fonction, elle prend le résultat de cette fonction. Et le mec, il dit, du coup, cette mail, c'était asynchrone, mais ça me renvoie à la fin un booléen. Hop, async await et vive la vie. Quelqu'un a déjà vu ça? Parce que c'est super fréquent. C'est genre async await, oui, la solution à tous les mots. Et pas du tout, en fait. C'est une fonction async. Donc, par définition, c'est une fonction qui renvoie une promesse, déjà. D'accord? Et là, alors déjà, primo, async, tout ça pour renvoyer un await, on va voir que return await, les 3/4 du temps, ça sert à rien. Et donc, tu peux enlever async await, ça va avoir exactement la même sémantique, mais ça sera un tout petit peu plus performant parce qu'il y aura un enrobage de promesses en moins. Et dans tous les cas, ton truc, la mail sequence, je ne sais pas si j'ai un pointeur laser, mais de face aussi, mais bon, ça ne doit pas tellement se voir. Ouais. C'est un tableau de promesses. Ce n'est pas un tableau des résultats des appels à sendmail. C'est un tableau de promesses. Tu vas vite t'en apercevoir quand tu vas le balancer dans console log ou un JSON stringify ou autre, ça ne va pas faire ce que tu crois. Et surtout, juste derrière ce map, les sendmails, ils ne sont pas finis. Ils vont commencer à bosser.
Alors, tu peux aller encore plus court, si vraiment tu peux garantir que SendMail ne s'attend pas à faire des choses avec ses arguments 2 ou 3. Tu peux faire encore, oui, j'ai compris que les fonctions sont des références et que du coup, je peux les passer telles quelles. Tu sais, il y a un moment JavaScript, tu as remarqué, où tu passes ce gap. Tu fais, hey, j'arrête de faire juste une fonction fléchée avec genre A qui appelle juste la fonction que je voulais, parenthèse A. Je mets directement la fonction que je voulais en argument et là, je fais, oh, j'ai passé le niveau 4 en JavaScript. Il y en a 14. Mais c'est bien. Tu as aussi ce genre de truc, il faut voir, bon, outre que async await, on s'en fout, tout ça, ça va te renvoyer un tableau de promesses, d'accord? Ce que tu peux faire aussi, donc outre enlever async await, c'est juste les attendre toutes, en mode parallèle potentiellement, parce qu'a priori, si tu envoies une volée de mails, tu te fous peut-être un peu de l'ordre, hein, c'est probablement le même mail à 12 clients, tu vois, donc... évidemment, tu as eu leur consentement RGPD pour leur envoyer des mails. Mais hop, tu peux les paralléliser. Hein, il y a des combinateurs comme ça. Et avec await, on a tendance à oublier qu'il y a des combinateurs. Il y en a 4 maintenant. Il n'y a pas que promise all et promise race. Hein, il y en a d'autres pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a promise any et promise all settled qui font des trucs super. Ou tu peux les mettre en séquence. Si pour X raison, tu veux effectivement séquencer les résultats. Tu peux faire un for avec un await à l'intérieur, par exemple, au sein d'un code async. Le simple fait, là on va y revenir, mais que tu puisses mettre un await, que tu puisses faire un for, quand tu étais à base de callback ou quand tu faisais ta chaîne de promesses à la main, tu pouvais faire un for autour? Non. C'est le gros avantage de await. Hein. Await est suspensif. Donc, même par rapport aux promesses à la main, on récupère toutes les structures de contrôle. Tu sais, les trucs qui servent à rien, quoi. If, else, for, while, try, catch. Les trucs pour les faibles, tu vois. Tu t'en sers jamais. Hein, ou pas. Et c'est des trucs qu'on avait perdus avec les callbacks, qu'on n'avait pas regagné avec les promesses, et que async await nous redonne. Et c'est marrant, mais écrire du code juste avec une petite boucle et un petit if, c'est vachement plus lisible que de se faire chier à orchestrer les promesses à la main. Si c'est plus lisible, c'est plus maintenable. Tu vas me dire, oui, mais j'ai l'air moins fort. Non. Plus ton code... Ça dépend qui regarde. Quelqu'un qui est dans ce métier depuis assez longtemps, plus ton code il est lisible et plus il va estimer que tu es fort. Il va être lu beaucoup plus souvent qu'il est écrit ton code. Par les autres, mais les autres, c'est toi dans 3 mois. Et si tu ne veux pas te foutre une baffe à toi tout seul, optimise pour la lisibilité. Il y a un temps, comme les études de certaines personnes ici, pour essayer de faire une espèce de concours du code le plus malin. Je vais décoder un JPEG en 17 caractères. Oui, mais non. Pas dans la prod. Alors, return await, return await, soit en dur, il y a marqué return await, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Des fois, c'est plus subtil, comme là, tu vois. Techniquement, le return n'est pas juste avant le await, mais en vrai, tu as juste mis une variable, tu t'es déguisé. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu des gens qui font return await? Hein? Ça arrive, avec rien autour. Hein? Donc, tu as un async avec un return await dedans. Pourquoi? Que voulait faire cette personne? À quoi pensait-elle? En général, il n'y a aucune raison. Tu as plein de variantes. Hein. Tu as celle-là. Attention, dans un ternaire. Je te laisserai te pencher sur la question du valait-il mieux faire un await autour du ternaire ou un ternaire de wait? C'est pareil. C'est plus court avec le wait autour du ternaire, mais ça va. Là, le mieux, c'était de ne pas faire de wait. C'était une question piège. Ou là, tu vois, alors là, c'est plus subtil. Là, il y a un piège dans celle-là, attention. Tous ces await ne sont pas à mettre dans le même panier. Donc, return await, en général, ça sert à rien. Tu es en train de dire, je vais attendre la promesse chez moi, histoire de voir quelle gueule elle a, et ensuite, je la renvoie directement. Mais pour avoir fait un await, tu es toi-même dans un async, donc tu es toi-même dans une promesse qui va être renvoyée. Donc pourquoi est-ce que tu insistes pour qu'elle s'arrête chez toi d'abord, pour ensuite la renvoyer telle qu'elle sans y toucher? Ce qui, au passage, veut dire que tu l'as enrobée dans une deuxième promesse dont personne n'avait rien à foutre. C'est open bar sur les promesses. Aujourd'hui, on a une grosse réduction. C'est le action des promesses. On peut les prendre par lot de 200. Ça a un coût, hein, l'enrobage de promesses. Les 3/4 du temps, il n'y a pas besoin. En fait, voilà, ce code-là, c'est la même chose en mieux. J'ai essentiellement enlevé les async et les await. À part un petit détail là, tu vois, il y a quand même un await qui reste. Et ça, c'est logique, c'est parce qu'effectivement, j'ai un traitement asynchrone, j'ai besoin de récupérer son résultat pour faire un truc avec avant de renvoyer.
D'accord? Donc là, d'accord, il y a une raison. On n'a pas mis async await dans JavaScript au prix de pratiquement 10 ans d'effort, juste pour le lol. D'accord? Il y a un vrai besoin, je m'en sers tous les jours, mais il ne faut pas en mettre non plus partout sans réfléchir. Et là, effectivement, j'ai besoin de récupérer le résultat de RenewToken, qui est une promesse. J'ai besoin d'aller unboxer cette promesse, de la déstructurer, de prendre deux trucs à l'intérieur, de faire quelque chose avec, et voilà. Et au passage, je renvoie le résultat de commit qui, elle, est asynchrone. Mais, OK, je n'ai pas besoin de l'exploiter localement. Pourquoi je ferai un await? Je renvoie directement la promesse. C'est OK. Ça va le faire. Donc là, voilà, ce cas-là, attention. Tu ne vires pas les deux awaits, parce que sinon, ça ne va pas marcher. RenewToken te renvoie une promesse. Tu ne peux pas déstructurer la promesse en allant chercher des champs dedans qui ne sont pas là. Il n'y a pas de champs sur les promesses. En tout cas, il n'y a pas token et refresh token. Alors, il y a un contre-exemple quand même. Plus tu es dans ce métier depuis longtemps, plus tu sais que les règles absolues, bon, il n'y en a pas vraiment. Hein. Il n'y a pas de meilleur langage dans l'absolu. Il y a des plus mauvais langages dans l'absolu. Mais le meilleur langage, ça dépend du contexte. Le meilleur éditeur, ça dépend du contexte. VS Code. Voilà, tu vois, voilà, il y a des choses comme ça. Tabulation, espace, tout ça. Vim, Emacs, parce qu'on doit y avoir des Emaxiens forcément dans la salle. Obligé, en tout cas. Contraint. C'est ça. CTRL-X, CTRL-C. Et en fait, il y a un cas où return await est légitime. Déjà, celui-là où en fait, tu as besoin d'aller transformer le résultat, c'est-à-dire que tu ne le renvoies pas tel quel. Le résultat, peut-être, c'est un objet, il y a 12 champs, il y en a un qui t'intéresse là-dedans. Toi, ton boulot, c'est de renvoyer ce champ-là, donc tu es bien obligé de le traiter avant. Et tu as aussi un autre cas, qui est ce qu'on appelle le try-catch, c'est-à-dire que tu te retrouves localement à vouloir gérer une éventuelle erreur qui est le résultat du fait que la promesse rejette, d'accord? Et tu veux le traiter, toi, localement, à ton niveau. Donc, tu vas le faire avec un try-catch en général, parce que c'est quand même plus joli que de mettre un point catch derrière, c'est dégueulasse, tout ça. Et pour que l'exception correspondant au rejet de la promesse, elle pète chez toi, tu n'as qu'une seule solution, c'est de faire le wait. Sinon, de toute façon, sinon, tu n'es pas en train d'attendre l'aboutissement de ta promesse, donc c'est trop tôt. Hein. Et dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, j'ai envie de dire, return await, alors que c'est un return, du coup, donc il n'y a pas de traitement derrière, return await est légitime. C'est au point où, quand tu utilises ESLint, tu as des règles, tu as un plugin ESLint pour les promises, ce qu'on dit promise, pas promise. Je suis un peu psychopathe là-dessus. Donc c'est un I court, c'est un S dur, voilà, tu veux savoir. Tu as le droit de dire promesse, on a un joli mot en français aussi, hein. Tu as tout à fait le droit. Quand tu écoutes son aboutissement, là, effectivement, si ta promesse rejette, pim, ça throw, et donc ton try-catch, effectivement, peut le traiter localement. C'est à peu près le seul cas, et ESLint a une règle dans son plugin promise qui dit, bah non, les return await, ça va, c'est pour les faibles. Mais cette règle, spontanément, si elle voit que tu es dans un try-catch, elle te fout la paix. Elle sait qu'a priori, c'est pour ça que tu as fait ton return await et que c'est légitime. Mais en dehors de ça, ou du fait que tu veux transformer localement le résultat, tu ne devrais pas avoir de raison d'avoir notamment vraiment les deux mots-clés l'un à côté de l'autre, return await. Hors d'un try-catch, non. Il n'y a pas de use case. D'accord? Tu rajoutes juste un enrobage de promesses pour rien du tout. C'est dommage. Séquencer au lieu de paralléliser. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui déjà était un peu vrai quand on faisait les chaînes de promesses à la main, sachant que les chaînes de promesses à la main, c'est pas vraiment notre meilleure vie. Hein. Enfin, moi, personnellement, c'est pas agréable à écrire, c'est pas agréable à maintenir, c'est pas agréable à combiner. Mais au moins, on avait moins ces risques de je vais traiter en séquence, en série, par inadvertance pratiquement, quelque chose qui devrait être parallélisé. Là, par exemple, donc ça c'est du vrai code, voilà, il y avait un data, ce data c'est un tableau de séries de champs modifiants avec des clés primaires associées. Hein, et il y avait alors en plus une boucle for numérique. Est-ce qu'on est en 1960 ou en C ce qui revient au même. À un moment donné, ne parlons pas de la piscine. À un moment donné, non, on n'est pas en plus, c'est nul, tu n'es que sur l'index. Là, ce code-là, en plus, tu ne le vois pas. C'est pas grave, cette data, il n'est pas grand, mais ce code, il est quadratique. En JavaScript, quand tu lis length sur un array, en interne, ça reparcourt l'array.
Donc en fait, c'est du grand O n carré en complexité, c'est pas ouf. C'est pas grave, tant que ton tableau fait pas 1 million d'éléments, c'est pas grave. Donc a priori, tu n'es pas en train de bulk updater 1 million de trucs, sinon il faut réimaginer ton API. Mais tu vois, le problème, c'est que le wait, il est dans le for, et du coup, tu vas réaliser, et c'est upsert, c'est l'appel à upsert qui crée la promesse. Donc en fait, à chaque fois, tu attends qu'une promesse soit finie pour créer la suivante. Des fois, c'est ce que tu veux. Par exemple, quand tes promesses, ce sont des animations, ça correspond à des animations graphiques ou autres, genre, je sais pas, tu es dans une espèce de PowerPoint ou autre que tu es en train de coder, tu veux séquencer ces animations. La deuxième, elle démarre une fois que la première est finie et tout, et donc là, c'est légitime. Mais souvent, au contraire, comme ça, c'est les traitements qui sont autonomes, qui sont indépendants, et donc, tu as tout intérêt à les paralléliser autant que possible. Parce que toi, c'est la même charge de travail au niveau du pros, mais par contre, du point de vue de ton utilisateur final, au lieu d'attendre la somme des temps, il attend le plus long des temps. Donc il a l'impression que tu es beaucoup plus rapide, alors que ça t'a coûté exactement la même charge, d'accord, de travail. Donc ça, c'est pas ouf. Et donc, et le problème avec Wait, tu vois, c'est qu'on retrouve l'effort, on retrouve tout ça. Et donc, on a plus tendance à écrire du code qui ressemble à du code bloquant standard. On se pose moins la question, on retombe un peu dans nos vieilles habitudes de langage bloquant où il n'y avait pas d'histoire de parallélisation, de toute façon c'était séquentiel et puis c'est tout, genre PHP, le PHP classique, s'entend, hein, ou le Java classique, ou des choses comme ça, avant qu'on fasse des efforts pour les paralléliser. Donc ça, bah, tu peux les paralléliser comme ça, par exemple, await promise all, tu fais un map sur tes upserts, tu vas obtenir un tableau de promesses, tu le files à promise all, tu attends la promesse combinée. Tu vas avoir un résultat qui est un tableau des résultats de tes promesses, mais au moins, effectivement, elles tournent toutes en parallèle parce que le fait d'appeler upsert à l'intérieur du map, là, tu vas créer toutes les promesses d'un coup. Une promesse, elle n'est pas créée en pause, hein. Une promesse, quand elle est créée, elle est dans les starting blocks, dès que tu as la fonction à la main, poum, tout le monde barre. Hein. Donc, elles sont parallélisées par nature, et bah là, tu attends tranquillement, tu ne fais pas des awaits séquentiels l'un sur les autres, tu ne crées pas les promesses les unes après les autres, tu les crées toutes d'entrée de jeu, et tu attends la fin de l'ensemble des traitements. Donc ça, d'une manière générale, c'est une bonne idée. Dans le cas précis, ici, ce sont des appels à la base de données. Vous savez qu'il y a des gens tristes dans la vie qui payent des licences pour leur base de données. Qui ne sont pas sur Postgre, qui ne sont pas sur des bases open source, tout ça, et qui disent, tiens, ben, moi je vais faire de l'Oracle, ou du SQL Server. Et certains gens qui étaient tristes, mais maintenant ils sont tellement bien payés qu'ils ne le sont plus, je vais faire du DB2 en COBOL. Et ces gens-là, tu sais, bah, en fait, eux, chaque fois que tu dis, tiens, je vais rajouter une connexion parallèle de plus à la base, le fournisseur fait, mais il n'y a aucun problème, c'est 50 000 balles par an. Ça se décide dans des tournois de golf entre CTO, grands groupes, voilà, ça n'a que peu de rapport avec la pertinence du truc. Et c'est ce qui explique que ces boîtes-là vivent encore très très bien. Hein, parce qu'Oracle, c'est un peu là où les technos vont pour mourir quand même. Et bah oui, donc bah, un petit peu quand même. Et bon, bah, néanmoins, voilà, les gens sont là, pas de problème. On va te payer 3 millions d'euros par an pour avoir le droit de faire 15 collections parallèles. Et pendant ce temps-là, avec Postgre ou Maria, tu fais, bah, j'en veux 50. Bah, c'est pareil. Hein. C'est open source, mec. Tu configures ton serveur, fais ta life. Hein. Donc, néanmoins, des fois, tu as des problèmes de co. Et donc, le problème de Promise All, c'est que peut-être, moi, tu as 90, 100, 200 mises à jour bases de données qui vont solliciter le pool. Alors, dans la vraie vie, ton pool de collection, il va se démerder. Mais des fois, il n'est pas très, très bien fait. Et donc, c'est pas grave, tu as des primitives. Par exemple, tu as une petite lib que j'adore qui s'appelle awaiting et qui te fournit des tas de petites primitives basées promesses sur des traitements classiques. Et par exemple, il y a le map. Le map dans awaiting, c'est comme un map, mais sur de l'asynchrone, sauf qu'en plus, tu peux lui indiquer une capacité maximum. Et donc, il va automatiquement ne pas dépasser ce nombre de parallélisations. Il va gérer sa petite file d'attente tout seul en interne. Donc ça t'évite ce genre de blague, parce que, sans déconner, enfin en dev en plus tu t'en fous, toi, t'en as un, t'en as deux, t'es sur et puis tu déploies en prod et là tu fais, ah non, 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 les licences de prod, par contre, non, c'est 10 maximum. Et tu fais, oui, enfin, on est rue du commerce quand même. Le mec fait, ah oui, mais c'est trop cher sinon. Aucune idée de ce qui se passe chez rue du commerce, hein. J'ai juste pris une marketplace à peu près du coin. Je suis pas sûr qu'AWS, ils utilisent de l'Oracle. Ils ont leur propre truc, a priori. Alors, tu as aussi les gens qui ne peuvent pas décider quel paradigme ils vont prendre. Tu sais, parce qu'ils en ont chié pour enfin comprendre les chaînes de promesses. Ils ont perdu un bras, tout ça, voilà.
Et ils ont à peu près fini par comprendre le zen, dans quel cas je vais faire un catch, dans quel cas je vais plutôt utiliser le deuxième argument du zen, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une erreur avant le début de ma chaîne de promesses et tout, et quand je vais les combiner, comment ça va se passer, tout ça. Ils ont arrêté de faire des zen imbriqués, hein, parce que ça c'est vraiment le truc, garantie sur facture, la personne n'a rien compris aux promesses. Voilà. Tu n'imbriques pas les zen, non. Et néanmoins, ils veulent montrer que du coup ils savaient faire, tu vois. Ils savaient faire des... Mais il y a aussi un peu d'async await quand même, parce que try-catch c'est pratique et tout. Et donc tu te retrouves avec du code un peu... Je sais pas trop si j'ai envie de faire une chaîne de promesses, ou de faire des await ou du machin. Donc ça c'est dur à suivre comme code, c'est pas dingo. Et franchement, je me répète, mais juste, ça va, async await quoi. Arrête. Arrête de redescendre d'un niveau comme ça à chaque fois. Voilà, hop. Regarde, t'enlèverais les async et les await, on dirait du code bloquant, tranquille, tu sais, de ton premier cours de programmation. Alors tu vas faire une petite fonction, il y a un truc qui s'appelle un if. Deuxième cours de programmation, voici try catch et les exceptions, et voici la boucle. Et tu fais, bon bah dis donc, avec l'éternelle analogie de la recette de cuisine, tu sais, alors tu casses un œuf, ensuite tu touches jusqu'à ce que, voilà, enfin le truc... C'était pas très dur à comprendre, on l'a tous compris quand on a appris la programmation, et franchement, ce code-là, il a la même gueule, sauf qu'il est non bloquant. Il ne bloque pas ton thread en attendant d'avoir fini, que la base de données lui réponde. Et donc, tu as une meilleure capacité de charge. Alors, je suis tombé sur ce genre de, comment dire, j'ai pas les mots. La personne qui avait commis ça n'était pas là le jour où je suis tombé dessus, et c'est pas plus mal, ça m'a permis de prendre le temps de redescendre et d'avoir une discussion constructive et aimable avec elle. Mais là, effectivement, il y a un mode où tu as l'impression qu'en fait, il y avait une équipe de 10 devs et chacun avait droit à un identifiant. Tu sais? En mode cadavre-exquis, tu sais? Alors moi, j'ai reg_params_id. Moi, j'ai async. Moi, j'ai user. Alors, hop, on essaie de faire un truc qui soit valide syntaxiquement. Et là, vraiment, voilà, il y a un mélange, il y a le zen sur une fonction de callback qui est async, ce qui n'a absolument aucun sens, pour en plus ne pas faire de wait à l'intérieur. La fonction principale est async, mais elle n'a pas de wait. En fait, il n'y a aucun wait d'ailleurs dans ce code-là, tu as remarqué? Donc là, on est vraiment dans quelqu'un, en l'occurrence, je sais très bien que c'était un dev vraiment junior et qui n'avait pas été formé là-dessus, donc c'est vraiment pas sa faute. On est vraiment sur quelqu'un qui pense, et c'est malheureusement trop fréquent, que si ton traitement est asynchrone, il faut mettre async sur ta fonction. Voilà. C'est genre une sorte d'annotation, tu sais, c'est comme un commentaire avant qui ferait @async. Non, ça fait un truc. Et bah non, comme d'habitude, hein, alors on va arrêter de faire des dan et des machins, du coup on fera un await, comme ça on justifiera l'async. Et un await pour de bonnes raisons, et puis voilà. Et ce code-là, du coup, il n'y a pas d'histoire de portée, il n'y a pas tout ça. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des chaînes de promesses manuelles qui se mélangent, les chaînes de promesses manuelles, elles ont des problèmes. D'accord? Par exemple, avec ce truc-là, tu vois, alors, bon, il n'y a pas d'async await, donc il n'a pas mélangé les genres. Ça, c'est bien. Je dis c'est que des mecs hein, qui ont autoré ça. Il y a une lead dev chez ces gens-là, et elle ne fait pas toutes ces blagues-là. Elle a compris. Du coup, elle est lead dev maintenant. Mais... Maîtriser les promesses, un avancement de carrière instantané. Je dis ça, je dis rien. Lire la doc, les super pouvoirs tous les matins. Voilà. Quand tu fais une chaîne de promesses comme ça à la main au lieu de async await, tu as quand même des problèmes que async await vient résoudre. Le premier truc, c'est que tu as un double mode d'erreur parce que ta fonction ici, peut-être elle a du code, ta fonction find all users, celle-là, là, que les gens appellent. Tu leur envoies une promesse. Peu importe comment tu t'y prends, tu leur renvoies une promesse. Du coup, ils ont des attentes. Par exemple, le fait que si ça foire, la promesse, ils vont quand même la récupérer et elle va rejeter. Et si ça marche, ils récupéreront une promesse qui va s'accomplir. Mais là, dans ta fonction, peut-être que sur ma fameuse ligne 2, là, il y a du code avant de rentrer dans la chaîne de promesses. Et que ce code, il plante. Mais il ne va pas planter sous forme d'un rejet de promesse, lui. Il va faire un throw direct, auquel ne s'attend pas le code qui t'appelle. Ou alors même dans find and count all, là, avant qu'elle lance son traitement de promesse, ça se trouve elle aussi à l'intérieur, elle chie. Et tu n'es pas encore ce qu'on appelle protégé par la chaîne de promesses, et du coup, pouf, ton exception, elle pète en direct.
ce à quoi ton code ne s'attend pas. Et tu te retrouves des fois avec du code qui utilise des API écrites comme ça et qui est obligé de faire à la fois une sorte de point catch ou machin et à la fois un try catch autour. Avec await, du coup, tu aurais moins de problème, parce que tu vas faire await dessus, try catch, ça va capturer les deux cas de figure. Mais c'est dégueulasse. C'est comme faire une API qui est des fois asynchrone et des fois synchrone. Ça porte un nom, hein, ça s'appelle relâcher Zalgo dans la nature. Vous ferez un Google Images sur Zalgo, mais pas le soir avant de vous coucher et pas devant des enfants en bas âge. D'accord ? Il y a des modules qui s'appellent Zalgo Proof, qui prennent ton code dégueulasse et qui le blindent pour pas qu'il fasse ce genre de choses. Donc ça, c'est pas ouf. Tu as aussi un autre phénomène, le catch ici. Il n'est pas magnifique, ça? Il n'y a pas quelqu'un qui est payé au caractère, là? Je catch une erreur pour la répéter. La même, mais je l'enrobe dans une autre, histoire de niquer la call stack. Parce que c'est ça que ça va faire, hein. Ça va niquer la call stack. La pile d'appel. Et je me demande, attends, comment? Ah, t'as vu, il a abandonné à un moment. Il a dit non, attends, niquer la call stack et tout, non. Je vais attendre la suite, ça n'a pas l'air important. tu as raison. Et d'une manière générale, ces chaînes de promesses-là, elles sont plus dures à orchestrer entre elles. Quand tu commences à dire, voilà, j'ai une chaîne de promesses ici, une là, je veux genre les combiner ou je veux les séquencer ou autre, en fait, très vite, tu tombes dans un plat de nouilles. C'est imbitable. Tu finis avec 18 parenthèses fermantes, on a l'impression de faire du Lisp, c'est un peu chaud. Donc, comme d'habitude, voilà. Et oui, tu as un dernier point, vraiment la galère. Et ça, s'il y en a parmi vous qui ont fait des chaînes de promesses à plusieurs étapes, notamment dans une requête serveur comme ça, où tu es obligé d'aller choper une première donnée dans la base, ensuite tu en chopes une deuxième, ensuite tu en chopes une troisième, et enfin tu les utilises toutes les trois pour renderer ta réponse. Hein. En chaîne de promesses manuelle, vous êtes forcément tombé sur ce genre de blague, tu sais, parce que quand tu fais des chaînes de promesses à la main, tu mets des callbacks. Tu mets des callbacks dans le then, donc c'est des portées AL, c'est les seules portées qui voient le résultat, et du coup, tu es obligé de faire ce qu'on appelle du scope juggling. Ça a l'air classe, mais pas du tout. Hein, c'est-à-dire, tu fais, alors dans le premier then, il n'y a que là que je vois le user que j'ai chopé dans la base, mais du coup, il n'y a que moi qui le vois, les autres ne le verront pas, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'exfiltrer. On est dans un film d'espion. Je vais l'exfiltrer dans la portée du dessus, et du coup, j'ai été obligé de mettre un let. Déjà, tu as mis un let, ça sent le pâté. Il y a genre 3 use cases légitimes dans le monde pour mettre un let. Il y en a 0 pour mettre un var. Et le reste, c'est const. D'accord? Quand tu mets des var, il y a un dauphin qui meurt quelque part dans le monde. Et comme on est dans des thèmes d'écologie, de Green IT et tout, arrêtez de mettre des var, ça tue des dauphins. Et les lets, potentiellement, ça tue des chats. Personnellement, je ne suis pas très chat. Voilà, je l'ai dit, voilà, jugez-moi. Je suis chien, par contre. Et donc, voilà, c'est peut-être moins grave. Mais là, du coup, tu es obligé parce qu'évidemment, au moment où tu déclares user et pose dans la bonne portée, tu n'as pas les valeurs, de toute façon. Elles vont arriver en asynchrone, donc tu es bien obligé de faire un let. C'est comme un signal, c'est comme un rappel à l'ordre de « je m'y prends mal, non ?» Et tu es obligé d'exfiltrer comme ça, et tout à la fin, ah bah ça y est, voilà, tu as toutes tes données, etc. Tu vois bien que c'est dégueulasse. Et c'est pas parce que, en vrai, avant async await, on n'avait pas le choix, quoi. On était obligé de faire ce genre de bouse. Ce qui est quand même un peu la tristitude. Hein, mais bizarrement, dans la chanson La Tristitude, il n'en parle pas du scope juggling, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je lui demande. Alors qu'avec async await, alors déjà, je reviens un tout petit peu en arrière parce que je m'y suis mal pris dans mes slides, voilà, cet exemple-là, là, qui n'est pas dingo. Bah, en fait, avec async await, voilà, ça devient juste ça, c'est marrant, c'est plus cool, quoi. Tu appelles une fonction, tu la files en argument à une autre fonction, tranquille, voilà. Et l'exemple de tout à l'heure avec tout mon scope juggling, là, bah regarde, on dirait du code bloquant, tranquille, à l'ancienne. Beaucoup plus simple, ce qu'on appelle un waterfall, c'est-à-dire que chaque étape a besoin du résultat de l'étape d'avant, donc il est légitime qu'elle soit en séquence, d'accord? Mais bon, tu fais, je fais mon premier appel, et puis je fais mon deuxième appel avec les données du premier, et puis mon troisième avec les données du deuxième, et puis voilà. C'est beaucoup plus simple. Hein, alors, tu as aussi ça qui est super. Ça, j'ai vu ça. Tu as déjà vu quelqu'un on a l'impression que, mais dis donc, il a découvert qu'il y avait promise reject et promise resolve, il en fout partout. Pourquoi? Tu es dans une fonction async, ici. Donc cette fonction renvoie une promesse quoi qu'il arrive. Tu as une erreur sous la main, et tu veux la faire péter.
t'es dans un contexte de promesse automatiquement, bah, je sais pas, throw, quoi. C'est pas parce que c'est là depuis longtemps que c'est pas bien. Throw, c'est bien. Même si tu le prononces throw, parce que t'es français. Et que, comme tous les Français, tu as eu un prof d'anglais français, avec son accent français. Donc cela, throw, ça marche très très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des absolutistes de la performance à la nanoseconde de leur code Node ou Deno ou Bun ou machin, qui me diront oui, mais la mécanique qui déclenche effectivement les exceptions, c'est plus coûteux que de juste l'enrober manuellement. Oui, mais tu as une JPEG de 900K à optimiser sur la home, c'est pas le throw ton problème. Hein. Donc on va profiler la perf et on va s'apercevoir que c'est pas ça. Par contre, tu as des cas, toujours pareil, contre-exemple, où l'enrobage manuel, il est un peu légitime, c'est si à la base, il n'y a pas du tout d'async. C'est-à-dire que tu es dans des fonctions dont le boulot est quand même de renvoyer des promesses parce qu'elles sont dans un contexte où c'est ça qu'on attend, mais elles n'ont pas du tout besoin de faire de l'await. Et du coup, ça va être plus clair en général de le faire à la main. Il y en a probablement parmi vous qui ont reconnu des intercepteurs Axios, parce qu'apparemment, personne ne fait du fetch à la main. Tout le monde met un Axios. Et Axios, c'est un système d'intercepteurs où tu peux lui dire, bah voilà, attention, quand il y a des réponses qui reviennent, si tout va bien, on va les enrober comme ça, s'il y a eu des erreurs, on les enrobe comme ça, etc. Et ce ne sont pas des fonctions, c'est des fonctions qui attendent que tu renvoies des promesses, puisque bah, c'est un appel réseau, les appels réseau, c'est quand même basé sur fetch en interne et ça renvoie des promesses, pour le côté client en tout cas. Et du coup, là, effectivement, tu n'as pas de wait, tu n'as rien, il n'y avait pas de raison. C'est plus explicite dans ce code-là, systématiquement, de dire je renvoie une promesse accomplie, la voici, je renvoie une promesse rejetée, la voici, alors que tu n'es pas dans un contexte, à la base, avec des promesses existantes ou des choses comme ça. Ce sera plus explicite de renvoyer ce truc qui dit c'est une promesse accomplie, la data, que de juste être dans une fonction async et faire un return response data. Moi, si je vois ta fonction, elle est async, il n'y a pas de wait dedans, tu renvoies une donnée brute, automatiquement, je me demande si c'est voulu. Parce qu'évidemment, tu n'as pas mis de commentaire, et je me dis, il n'a pas fini son code, ou il sait que ça va être enrobé en promesse, ou en fait, il croit qu'il va renvoyer la data, comment ça se passe? Là, au moins, il n'y a aucune ambiguïté quand tu le fais explicitement comme ça. Pareil, le renvoi par promise reject, c'est plus explicite dans ce cas précis que d'avoir foutu un async avec un throw à l'intérieur, juste histoire qu'au final, ça soit une promesse sans que tu aies besoin d'écrire promise. Hein. Alors, hop, voilà. Croyez-le ou non, au niveau de ce que j'ai à vous dire, on y est déjà. Comme j'ai pas fait mon rageux et tout, j'ai pas sorti 3000 vannes derrière. Je trouve que c'était plan-plan, je suis vraiment désolé. Donc, à retenir. Et on aura du temps pour les questions et ça, c'est cool. Si vous en avez. Mais vous en aurez. On va voir. À retenir. Donc, async await, d'une manière générale, pour le coup, est vraiment nettement supérieur aux chaînes de promesses à la main. Ce n'est pas toujours le cas quand il y a une nouvelle techno qui arrive ou une nouvelle couche d'abstraction. Ce n'est pas automatiquement une sinécure. Moi-même, j'étais parti à la base, il y a encore un an, à dire « Attends, il y a des use cases légitimes pour les chaînes de promesses à la main ou tout ça ». En vrai, à force de creuser, non. Il n'y a pas. D'accord? Systématiquement, alors on a vu un ou deux cas où il n'y avait aucun concept d'async await à la base, juste il fallait renvoyer une promesse, on le fait explicitement. Mais en gros, sinon systématiquement, passer par async et await intelligemment, pas n'importe comment, est une alternative qui est plus lisible, qui est plus, voilà, qui est souvent plus performante. Et ça aussi, les gens ne réalisent pas, mais à besoin égal, la version async await et la version chaîne de promesses à la main, la version async await sera plus performante. Si vous vous demandez comment c'est possible alors que c'est censé être une couche d'abstraction au-dessus, posez-moi la question tout à l'heure. Pas forcément quand je suis sur scène, après, si vous voulez. Donc, vraiment, async await. Allez vers async await, n'oubliez pas que ce sont des promesses. Await suspend, comme le mot-clé guild pour ceux qui connaissent dans les fonctions génératives. Await suspend, il ne bloque pas, c'est pas la même chose. Une fonction bloquante, comme ce qu'il y a dans nos codes d'habitude, c'est une fonction qui gèle le thread. Jusqu'à ce qu'elle ait son résultat, le thread n'est pas disponible, il ne peut pas traiter autre chose. Le suspensif, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on va trouver avec genre les coroutines en Go, ou en Erlang, ou en Elixir, ou tout ça, le suspensif prend le contexte, le gèle dans un coin, déclenche le traitement asynchrone, libère le thread. Et le thread, pendant ce temps-là, est dispo pour enquiller tous les traitements qu'on veut,
Et au bout d'un moment, le traitement asynchrone en question, il aboutit, on dégèle tout le contexte, on voyage dans le temps parce qu'on récupère toutes les valeurs des portées intermédiaires telles qu'elles étaient à l'époque, et pas maintenant. Et c'est le principe d'une capture, enfin d'une closure, pour ceux qui connaissent le mot, d'une fermeture lexicale, en bon français, c'est que c'est un instantané, ça capture la valeur à l'instant T. Et on récupère tout ça dans await. Donc await nous donne un peu le beurre et l'argent du beurre. On a du code qui ressemble à du code bloquant, qui est plus facile à lire et à raisonner, tout en étant en fait pas du tout bloquant, et donc en sollicitant au maximum le pros à la hauteur de notre capacité de charge. Donc ça c'est super. Await est également possible aujourd'hui en racine de module, à la racine vraiment de votre fichier JavaScript ou TypeScript, ce qu'on appelle le top level await. C'est vrai partout maintenant, hein. Et évidemment dans le corps immédiat d'une fonction async. Par contre, tu es dans une fonction, la fonction la plus proche autour de toi, elle n'est pas async, tu ne peux pas faire un await. D'accord. N'importe quelle fonction peut être async. Donc les fonctions classiques, les fonctions fléchées, les méthodes, qui sont un cas particulier des fonctions classiques, les fonctions génératives, les trucs où tu as peut-être déjà vu avec des étoiles dans le nom de la fonction, ce genre de choses, tout ça peut être async, il n'y a aucun problème, et ça donne des mélanges assez rigolos. On n'a pas forcément le même humour, mais où il y a des trucs vraiment marrants à faire. Une fonction async, gardez à l'esprit que ça enrobe implicitement tout le code à l'intérieur dans une chaîne de promesses. Donc une fonction async, par définition, renvoie une promesse. Tu fais une fonction async et dedans tu fais juste return 2, cette fonction renvoie une promesse qui s'accomplit à la valeur 2. D'accord. Et ça veut dire par contre que tu es protégé contre tes éventuelles erreurs locales dès la première ligne. Tu as un code synchrone, genre un JSON parse, qui plante à ta première ligne, qui balance une syntaxe error, ta fonction renvoie effectivement une promesse qui rejette avec cette erreur-là. Donc il n'y a pas d'histoire de des fois c'est du throw, des fois c'est de la promesse. Quand tu es dans une fonction async, tout va bien. Et pour finir, dernier récap, tu ne devrais jamais faire un return await si tu n'es pas dans un try-catch. OK? Deux petites choses que je voulais vous dire. Donc, je ne vous ai pas trop parlé de Just-in-Time, on fait des formations. On fait des formations qui déchirent, évidemment, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais en gros, on n'est pas hors 6, quoi, tu vois? Voilà, il y en a qui savent. Voilà. Voilà, on fait des formations qui déchirent tout, allez regarder, elles envoient du bois, on sait aussi intervenir en presta, etc. Pareil, on a des pages qui t'expliquent tout ça, on a une chaîne YouTube à laquelle tu devrais absolument t'abonner, il y a une terrachée de vidéos en français qui tue sur plein de trucs. Mais spécifiquement, j'ai une petite annonce pour aujourd'hui, un truc qu'on prépare depuis un moment et je voulais l'annoncer aujourd'hui. Je me suis dit, voilà, ce sera une petite exclue pour DevFest Lille. Les formations, tu le sais peut-être, les formations pro, c'est pas nécessairement très cher, mais c'est quand même... c'est pas non plus 50 balles, tu vois. En général, on va tourner entre 400 et 500 balles la journée par personne dans une formation pro classique. Et donc, nous, on a beau être en bas de la marge, on laisse des gens sur le carreau forcément avec ça, des gens qui sont des particuliers ou qui sont des auto-entrepreneurs ou machin, ou qui n'ont pas... ouais, merci, qui... ont leur OPCO qui ne les finance pas bien, notamment toutes les TPE, les petites PME de moins de 50 personnes en général sont dans des critères de financement en mode trou noir. Elles cotisent, mais derrière, elles ne sont jamais prises en charge autant qu'il faudrait. Tu as des gens aussi qui ont des budgets de financement discrétionnaires dans leur boîte, ils en font ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas des gros montants. Et on en avait marre que ces gens-là ne puissent pas profiter de ce qu'on fait. Donc, on annonce une nouvelle modalité qui s'appelle les workshops. D'accord. Le workshop, c'est qu'on va prendre en fait le meilleur, vraiment les trucs que les gens aiment le plus dans nos formations classiques. On va les faire 100% en ligne avec des groupes un peu plus grands, avec des tarifs complètement flingués vers le bas. Alors, c'est pas 2 € non plus. Hein. Avec plein de trucs, avec un Discord, avec le replay après, avec plein de choses hyper fun, voilà. Et ça va commencer le 13 juillet prochain. Pour te donner une idée, là, une formation qui normalement est à 1500 balles hors taxe, tu vas pouvoir l'avoir à 200 balles TTC. Donc là, ça devient accessible à beaucoup plus de monde. Et voilà, et donc on le donne en ce moment, sachez-le, voilà, je vous fais le truc, si vous voulez regarder, vous irez regarder. On espère que ça va permettre à plein de gens en plus de pouvoir accéder à toutes les formations quali qu'on peut leur donner, parce qu'on n'a pas envie de laisser les gens sur le carreau, ça fait chier. Voilà. Vous avez l'open feedback ici, merci énormément d'être venu m'écouter, j'espère que vous avez appris des trucs, et il doit nous rester 2-3 minutes pour les questions. Merci beaucoup. C'est dur de passer après Uber, tu vois. T'as vu les presses d'Uber? Comment tu veux lutter? Personne. Donc tout compris. C'était hyper efficace comme présentation.
Bon, vous pourrez me retrouver après. Ah, super! Bonjour. Premier rang et tout, cohérent. Ouais. Du coup, pourquoi est-ce que Async c'est plus performant qu'une chaîne de promesses? Ah! Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais une chaîne de promesses traditionnelle, comme avec les callbacks avant, étant donné que ta fonction et toutes les fonctions qu'il appelle, elles rendent la main avant que le traitement ait lieu et qu'on puisse savoir s'il y a un problème ou pas, le système est obligé de pré-calculer et pré-stocker ce qu'on appelle la call stack en fait. Toute la chaîne, ce qu'on appelle la long stack, il est obligé, donc ça prend du temps, et ça prend de la ressource. Et en plus, 99% du temps, ça sert à rien vu que ta fonction, elle ne plante pas. Tu vois, et alors que Async Await, grâce au système suspensif, en s'appuyant sur le système suspensif, il n'a pas besoin de faire ça. Le système qui gèle les contextes et qui les dégèle, il est ultra plus performant que ça. Et du coup, tu ne payes pas ce coût-là. Au tout début, comme toujours, quand Async Await est sorti, c'était un peu moins performant parce que au niveau des moteurs JavaScript, ils n'avaient pas fait le taf pour l'amener à ça. Et aujourd'hui, ouais, il y a facilement 15-20% de performance en plus en travaillant au niveau Async Await qu'en faisant ces chaînes de promesses à la main. Donc pour le coup, c'est vraiment le beurre, l'argent du beurre et tout, quoi, le 0,6 de la crémière, tout ce que tu veux. C'est vraiment, t'as que des avantages. Il n'y a vraiment pas de petits caractères en bas du contrat, quoi. Voilà. On va être bon. Je veux pas. Dans 11 minutes, il y a la keynote de clôture. Donc, mais s'il y a une dernière question, c'est avec plaisir. Et puis sinon, je serai encore un peu après la keynote de clôture dehors. Donc, je serai ravi de discuter avec vous. Eh ben, merci beaucoup.